Salut YouTube et Twitch, j'espère que ça va bien en ce jeudi 14 mars 2024. On est parti pour un nouvel hebdo. La semaine dernière c'était le 5. Est-ce que je l'avais fait le 5 ou le 6? Je sais plus. Si je l'avais fait le mardi, peu importe. En tout cas, il y en avait un, le 33, qui était la semaine dernière, donc c'est une semaine après et 2 jours. Le suivant, il sera beaucoup plus court que la dernière fois. Ça devrait être un des plus courts qui soit, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actu. Il y a eu plusieurs trucs et tout, mais qui vraiment, moi, m'intéressaient pas plus que ça. Donc, comme d'habitude, ça, puis des petites parties de la semaine, pareil, ce sera plus court que d'habitude, parce que quand je fais toutes les semaines, bah forcément j'ai moins de jeux à couvrir que quand c'est 3 semaines de suite. Et on fera une petite partie en solo, pas de jeux vidéo cette semaine. On commençait à prendre d'habitude, mais pas cette semaine. Voilà. Je propose qu'on y aille, et puis salut aussi donc à YouTube et puis au podcast. Allons-y. Et n'hésitez pas bien sûr sur le chat à réagir aux actus. Donc comme d'habitude, si votre truc c'est le podcast, c'est sur le flux de Playtime, où je mets en ligne tout ça, uniquement avec l'audio, avec les descriptions, les liens et tout comme il faut, de la même manière que dans la description YouTube. Pour l'information, j'ai commencé le montage là, des découvertes de janvier. J'espère pouvoir finir ça d'ici le début de la semaine prochaine, tranquillement. Du retard, mais ma foi, hein. C'est comme ça. Donc voilà, et comme d'habitude, si jamais vous avez trop d'argent et que vous voulez me soutenir moi plutôt que d'autres gens, il y a un petit Buy Me a Coffee qui est du don ponctuel sans aucune contrepartie. Voilà, tout ça c'est aussi dans la description. Passons aux actus, aux vraies actus, avec pour commencer un retour d'un jeu que j'ai rejoué cette semaine en physique d'ailleurs, qui revient, c'est Yokai Septet. Le grand jeu de pli de Muneyuki Yokuchi, que vous connaissez sûrement pour Cat in the Box, qui a aussi fait Only One Collection, qui est trop bien, et Yokai Septet avec cette illustration que moi j'adore, je trouve que c'est un très beau jeu. Et donc ça revient cet été normalement, alors moi je l'ai, hein. C'est en version Pocket, donc c'est un jeu qui à la base est 3 à 4, c'est un jeu assez particulier, hein. Muneyuki Yokuchi est un auteur assez intéressant, c'est un jeu qui tourne autour du chiffre 7, qui à 4 c'est en équipe, à 3 c'est chacun pour sa peau, à 2 aussi, 2 c'est une variante de Sean Ross qui est un très bon développeur, un très bon auteur de jeux à 2, que ce soit de l'escalade ou du jeu de pli, qui a notamment fait le Haggis, qui a aussi fait Vidrasso, qui a aussi fait Dicori. J'aime beaucoup cet auteur, je trouve qu'il maîtrise très bien le mode A2, et le mode A2 de Yokai Septet, c'est vraiment la configuration dans laquelle j'ai le plus joué, je trouve vraiment très bien, j'y ai joué en physique, il y a vraiment plein de tensions et tout. Donc là ce sera une Pocket Edition, donc moi j'ai la version normale, je sais plus qui a illustré ça mais c'est super, enfin il y a un côté les yokai etc, mais c'est un jeu qui est pas si récent, qui avant c'était Seven autre chose, je sais plus exactement, mais donc il a un peu la spécificité d'avoir 7 couleurs de 7 cartes, dont les rangs vont de X à X selon les couleurs, c'est pas exactement les mêmes rangs, ça va pour les plus faibles de l'As, qui est la plus forte carte du jeu quand même, jusqu'au 7, ensuite du 2 au 8, du 3 au 9, etc. Et je vais pour la règle à 4, en gros, si on fait 7 plis, et ben on perd, mais si on gagne des 7, alors on marque des points, et donc il y a tout ce truc entre attaque et défense qui est très bien. Et donc là ce sera alors c'est vraiment un jeu qui a une très bonne renommée underground. J'ai entendu plusieurs personnes en parler du VF. J'avoue que moi j'ai pas d'infos là-dessus, autant je sais que Robotrick arrive, je sais que Loose va arriver chez Yellow, je sais qu'il y a comme ça plusieurs jeux qui vont arriver et que je connais un peu, autant Yokai Septet, ouais j'ai entendu ça, je sais pas chez qui, écoutez franchement super, tant mieux, hein. Enfin moi je le trouve très bien, et je le trouve franchement, enfin c'est magnifique, et donc là ce sera une Pocket Edition, moi j'ai la version normale, alors il n'y aura pas écrit Pocket Edition dessus, hein. Alors rassurez-vous entre guillemets, parce que c'est suffisant, je trouve que le logo Ninja Star empiète un peu aussi sur l'illustration. C'est du coup une version plus petite. Donc ouais, à ne pas rater. Il y aura aussi du coup sûrement les petites cartes foil. Je crois qu'ils l'ont présenté du coup à Dice Tower West. Et ça arrivera du coup cet été, donc vous pouvez souscrire à la page si vous voulez être averti. Après honnêtement, bon moi je m'adresse beaucoup à des francophones hein, sur cette chaîne, je parle en français et tout. Si, pareil pour un Robotrick ou quoi, enfin... À moins que l'éditeur qui publie ça en français soit problématique ou quoi, ou je ne sais quoi, ou que vraiment vous ne pouviez pas attendre, je vous conseille évidemment d'attendre la VF, ce sera plus simple. Mais voilà, ça existe et c'est cool. Par contre, je pense que la VF ne sera pas la Pocket Edition du coup.
Donc voilà la première news, très bon retour. Ensuite, je parlais de Luz qui arrivera chez Yellow plus tard dans l'année, donc Luz qui est un Taiki Shinzawa assez notable. Il y a aussi N-Match qui continue, hein, je sais pas si on les voit là, ouais, on les voit là-haut, moi j'aime beaucoup N-Match, même s'il y a plein de flow, de trucs qui me déplaisent dans N-Match en termes de rythme, mais je trouve que les univers sont trop bien, le système de card driven est vraiment cool, la gestion de main et tout, et il y a juste la question du rythme qui est un gros souci pour moi. Et donc arrivera en... Donc il y a toujours des manques hein, dans la gamme Yellow, c'est notamment tous les personnages Marvel, qui pourtant, là aussi en termes visuels, c'est complètement zinzin. Et donc, par contre, Coup de théâtre devra arriver en France, puisqu'il n'y a pas des questions de licence et tout. Et donc ce sera autour du théâtre, avec toujours ces visuels absolument zinzin, avec Hamlet, donc il y aura Shakespeare, il y aura Hamlet, Titania et les 3 sorcières de Macbeth. Donc très cool, toujours très cool de voir cette gamme. Salut Dolmore, très cool de voir cette gamme s'enrichir, toujours. C'est des coups de maître artistiques à chaque fois. Alors ça me fait marrer parce qu'il y a une réponse qui est où est-ce que je peux trouver Adventure? Si tu regardes cette vidéo, Metzer, sache que peut-être que Cultura, effectivement, c'est compliqué pour eux encore d'avoir. Je pense qu'ils ont de N-Match d'un Cultura, ça doit dépendre des réassants. Mais sinon, plutôt les boutiques SP peut-être. Voilà. Pour Adventure. Quoique, je me demande si je l'ai pas vu à la Fnac aussi. Donc voilà, très cool, on verra quelles sont leurs spécificités, donc ça arrivera à l'automne 2024. Voilà, et la dernière news, déjà je vous ai dit que ce serait court, hein. On est à 10 minutes de live, c'est fou, hein. Mais, et qui j'ai vu ce matin. Nouveau jeu de Paolo Mori, accompagné par Francesco Cirocci, qui s'appellera Battalion War of the Ancients chez Osprey Games, donc qui font notamment Inflexible. Avec cette illustration que je sais pas trop si j'aime, je trouve que c'est un peu chargé en termes avec le titre, je sais pas, il y a un truc qui cloche dedans je pense, mais j'aime beaucoup les couleurs utilisées, mais je trouve que l'incursion du titre et tout, ça rend le tout un peu fouillis. Mais donc, Paolo Mori, vous savez que moi je l'aime beaucoup, que c'est l'auteur de Augustus, de Captain Flip. Ouais, je sais, ouais. Après, moi honnêtement, s'ils étaient dispo à des prix raisonnables en VO, je les prendrais sûrement Dolmore parce que voilà, mais même en VO, ils sont compliqués à trouver, malheureusement. Mais puis, bon, on a des priorités en termes de finances, donc voilà. Mais donc, Osprey Games, donc voilà, Paolo Mori a sorti récemment le match du siècle, il a aussi sorti Captain Flip dans un plus petit... bon, il n'était pas tout seul sur Captain Flip. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que je trouve très très talentueux, il a fait Blitzkrieg, César, que j'adore. Et donc là, ils vont... Alors, il y a l'idée de faire... donc c'est Battalion War of the Ancient, et l'idée c'est de retrouver, j'ai l'impression, des sentiments de Wargame, mais en très réduit. Alors, en vrai, il y avait un peu ça avec Blitzkrieg et tout déjà, hein, donc c'est pas non plus comme si c'était vraiment une nouveauté, mais je reste très curieux des systèmes que vont développer les auteurs. Alors, Francesco Cirocci, je ne le connais pas du tout, mais ouais. Alors je sais pas si ça sortira en français, sûrement chez Nuts, j'imagine, qui traduit souvent les inflexibles. Et donc il y a d'autres choses qui vont sortir cette année. Il y a War Story Occupied Friends, je connais pas, et Inflexible mais 2200 dans le futur. Ça aussi c'était assez curieux. Ah, c'est David Thompson qui travaille là-dessus et Dave Neal. Ok, bon bah ça aussi je suis curieux du coup. David Thompson c'est le mec qui fait les inflexibles, il est pas accompagné ici de... son comparse qui est Trevor Benjamin. Et Dave Neal, c'est lui qui a fait Perspective, tiens. Et Cause, notamment, et les animaux de Baker Street. Ok, donc là on serait plutôt dans des trucs de narration, coopératif, plutôt de l'écrit. À voir, bon. Ça c'est pas forcément du coup ce qui m'intéresse le plus en termes de genre. Mais ouais, par contre, on va regarder, c'est quoi? C'est ce qu'il a fait Francesco Bidule. Battalion War of the Ancients. Tac, donc c'est un truc marqué 20 à 45 minutes, pas que à 2, pour le coup, contrairement à des Blitzkrieg ou des trucs comme ça. Illustré par le Roland McDonald, donc Francesco Cirocci. Ah, il a fait Pocket Battles, ok. Que j'ai jamais joué, mais je vois le truc. D'accord, il a fait un peu que ça. Ah, il y avait ça aussi qui me tentait trop. Ça avait l'air incroyable ce jeu, pas joué du tout, mais la barricade de Parme de 1922, ça avait l'air trop cool. Révolte contre les fascistes et tout, à Parme en 1922. Je trouve le thème trop bien.
là encore, ils avaient déjà collaboré, et le visuel de la boîte est absolument fou, je trouve. Trop envie de jouer à ça, moi. Je sais pas où ça peut se trouver, hein, c'est juste disponible en italien, mais je trouve ça splendide, franchement. Où est-ce qu'il peut se trouver ce truc-là? C'est un jeu coop aussi. Est-ce que cette personne avait fait... Non, c'est la seule illustration que a fait Karina Malieva. Ouais. Si vous avez des retours là-dessus, si vous avez joué à la barricade di Palma del 1922, parce que je ne parle pas l'italien, je suis très curieux de retour. Je sais pas si ça se joue en ligne ou quoi. Salut Caducé. Ah, il y a un module vassal, yes. Ok. Ok, bah, je suis curieux de ça, quand même. Et donc, voilà, il a fait ça notamment. Roland McDonald a lui illustré Les Inflexibles, Final Girl aussi, Western Legends, ok, donc lui il a quand même pas mal de trucs derrière lui. Et il n'y a pas pour l'instant de VF annoncé. Les légions romaines et leurs alliés. Donc on n'est pas dans du coop cette fois. La dynastie Han. Bon, les arbalétriers, les Gréco. C'est pas les bactéries, Bactriane, je sais pas ce que c'est. Sûrement un peu. Et les mercenaires d'Hannibal. Ok. Ah non, c'est 2 ou 4. Attention, c'est pas 2 à 4, donc c'est faux, c'est 2 ou 4 uniquement. Ok, je suis très curieux de ça. Donc voilà. J'aime beaucoup Paolo Mori de manière générale. Voilà. Pour ce qui est des news, c'est tout. Pas beaucoup de news cette semaine. On va partir sur les jeux sortis sur BGA. Oxono est sorti. Jeu abstrait, je crois que c'est le même éditeur que Yoxi. Ils font des jeux abstraits intéressants, je pense que les gens qui aiment les jeux abstraits, mais c'est vraiment pas pour moi du tout. C'est-à-dire que autant Donuts, il y a le côté accessible et immédiat que moi, j'ai lancé une partie pour voir. C'est tout ce que moi je peux pas jouer en termes de jeux abstraits, c'est ce que j'aime pas en termes de sensations. Cependant, j'ai d'ailleurs écouté Paul Gara qui en parlait il y a juste avant le live, là, dans les retours de Cannes, elle parlait de Oxono et j'ai un peu le même problème. C'est vraiment pas pour moi, mais pourtant, je pense que c'est des jeux abstraits assez intéressants. Yoxi aussi m'avait l'air assez intéressant. Jeu d'alignement et tout. Mais pas pour moi. Il y a Gozoix, celui-là j'ai toujours pas joué, je suis assez curieux quand même, il est sorti l'année dernière. Voilà, donc toujours curieux. Ça, je vous en avais parlé dans un bilan, c'est assez nul comme truc and write. Faudrait que je vous le présente un jour, mais c'est vraiment pas très intéressant. Et 3000 truands qui arrivaient également, que moi que j'ai remis en vente. J'ai eu des très mauvais retours dessus, malheureusement, malgré le gimmick. Vous savez, c'est un truc où on peut assembler des cartes ensemble pour faire des trucs un peu spécifiques. C'est de Corey Koenigsegg, je crois, chez Unexpected Games. Bon, a priori, ça tenait plus du gimmick qu'autre chose. Bon, on a essayé quand même, toujours curieux, mais j'aurais pas de souci à m'en séparer. En alpha, il y a des très bons jeux qui sont arrivés, sachez-le. Voilà. Mais je vous dirai pas lesquels parce qu'ils aiment pas trop qu'on communique là-dessus. Vous l'avez peut-être vu avant parce que j'étais plus bas. En bêta, donc j'ai eu pas mal de jeux qui sont sortis d'alpha. Il y a Battle Spirit Saga, que je connais pas du tout. Il y a Christ, qui est un jeu d'un gars avec qui on communique parfois sur Discord, qui est Shrishvat, si je dis pas de bêtises, au niveau de la prononciation. D'ailleurs, on devait faire une partie avec ma compagne là, mais on l'a pas fait. C'est un jeu d'escalade à 2 uniquement, qui m'a pas l'air très très novateur, je sais pas. Et je sais qu'il y a, il me semble, Sean Ross qui a collaboré un peu au développement. Alors, j'adore Sean Ross, je trouve que c'est un très très bon auteur de jeux à 2. On est plus dans du jeu de défausse que du jeu de pli, hein, attention. C'est UFM qui l'a développé, toujours UFM au top, qui développe plein de jeux classiques, de trucs de ce genre-là, de jeux de cartes. Est-ce qu'on a... Voilà, Shrishbat. Pas Vat, pardon. Donc voilà. Du coup, il faut se vider de sa main 3 fois. Et voilà, il y a 12 cartes. 4 cartes qui sont retirées, parce qu'il faut retirer des cartes quand on joue à 2, à ce genre de truc. C'est des combinaisons assez classiques. Des simples, des paires, des suites de cartes simples avec minimum 3 cartes, et des suites de paires qui est un peu plus original, qui n'est pas inédit, mais voilà. Et il y a des combinaisons spéciales, et il y a aussi la reine qui est une carte spéciale. Voilà.
et on peut suivre ou passer. Et bon, voilà. Il y a cette petite contrainte là, mais je vous avoue que si, il y a aussi le fait qu'on prend des cartes en plus dans sa main petit à petit. Si on finit avec quelqu'un qui passe, bah il y a une question de prendre des cartes pour un peu faire mieux. J'ai pas l'impression que ce soit aussi original que c'est Yel qui a fait Aurum qui va arriver. Bah, chez Gigamic, justement, je parlais de jeu qui allait arriver. Normalement, Aurum va arriver chez Gigamic, qui a un must not follow qui m'a l'air plus intéressant que celui-là. Celui-là, je sais pas. Stonk, c'est arrivé aussi. Jeu de pli qui mélange. Et alors, Battle Spirit Saga, tu me demandais, Dolmore, est-ce que c'est We Trading Card Game, donc un jeu effectivement un TCG. Bon courage. Ah, c'est Bandai qui fait ça. Wow. C'est des Bandai, genre de Bandai de Namco. Oui, c'est ça. Putain. Eh ben, ils ont pas peur, mais bon, c'est quand même Bandai, ils ont des moyens. Mais bon, moi je vous avoue que les TCG aujourd'hui, compliqué. Stonks, donc c'est un jeu de pli et de stock market, donc on va gérer des marchés de trucs, bon assez simple, c'est une bonne introduction pour les, je vous en ai parlé il y a quelques semaines dans un hebdo, bonne introduction pour voir le mélange des genres, c'est quand même pas très très intéressant au-delà de ça je trouve. Mojo c'est un jeu de défauts, il y a quelques petits trucs qui font que c'est pas totalement nul, mais c'est quand même très anecdotique je trouve. Creature, c'est un jeu abstrait donc ça ne m'intéresse pas. Inaros Fallen, aucune idée de ce que c'est. Le visuel est un peu intriguant et tout. Il y a quand même eu des Kickstarter preview, donc ça vient de KS. Il n'y a pas de truc de... Ah si, là, voilà. Ok, bon, voilà. Il faut avoir soit plus d'expérience, soit l'autre... ok. Bon, soit... Bon, ça m'intéresse pas plus que ça, je vous avoue. N'hésitez pas si vous avez des retours. Mini Rogue, un jeu solo, peut-être que je vous en ferai une partie, un de ces quatre. J'avais essayé un coup, juste le début. Bon, ça m'avait pas l'air foufou plus que ça. Et puis j'avais eu des retours comme quoi c'était pas non plus merveilleux. C'est une espèce de dungeon crawler, voilà. C'est voilà. The Brambles qui est arrivé en bêta, on le fera tout à l'heure. C'est un jeu solo uniquement celui-là. Il y a Rift Force qui est un jeu à deux qui est arrivé, qui moi me rend curieux. J'ai toujours pas joué, mais avec cette ligne centrale là, c'est classique d'opposition. Je suis très curieux d'y jouer à celui-là. Cradle to Grave, j'ai joué quand il était en alpha. Petit jeu de cartes pas très passionnant, on va pas se mentir. Malheureusement, j'ai été un peu déçu parce que le thème est cool, mais je trouve que c'est pas très très intéressant. Mais je crois que le reste, on avait déjà vu la semaine dernière, Gobelin des Bois, etc. me semble-t-il. Donc voilà, bon. Si vous aimez les jeux abstraits, jetez un oeil là-dessus, les jeux abstraits uniquement à deux. Chez Proxy Jeux maintenant, pour finir. Proxy Jeux, donc le podcast auquel je participe régulièrement. Enfin régulièrement, oui. Presque toutes les semaines. Il y a eu un seul épisode depuis, hein, puisqu'on tient le rythme hebdo. C'est les jeux du mois où Astien a parlé de Veil of Eternity et Pionf de Kaori. Alors Veil of Eternity, moi je vous en ai déjà parlé, je trouve pas que c'est incroyable. Ouais, Dolmore, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'il était en alpha Rift Force. Et c'est toujours plus facile de trouver des gens quand le jeu est en bêta. Moi je trouve que c'est un jeu, je l'ai encore fait découvrir à Nico cette semaine. C'est pas inintéressant. Il y a plein de petits trucs qui marchent. Je trouve les visuels assez laids. Enfin pas laids, c'est pas laid, je veux dire, c'est bien dessiné. Mais assez peu, avec assez peu d'identité. Il y a quelques trucs de game design que j'aime bien, mais je le trouve quand même assez oubliable. Ce que dit d'ailleurs Astien, c'est un jeu du mois, mais il en fait pas non plus un jeu qui va rester dans les mémoires. Et Kaori, pour le coup, j'avais des réserves, hein, aller voir les anciennes vidéos sur la thématisation et tout, notamment du personnage de la Maori. Et puis on fait ça, on m'a donné très très envie d'essayer, pour le coup, très très curieux d'essayer ça, ce jeu asymétrique, à 3 ou 4 a priori, il n'y jouait pas à 2 et même... Alors lui il conseille plutôt d'y jouer à 4, je sais qu'il y a des gens qui disent plutôt à 3, bon, donc je suis curieux d'essayer dans ces deux configs, avec vraiment une personnalité selon qui tu joues, mais en même temps une relative épure en termes de règles qui fait que c'est pas du tout un route, et par contre qui raconte beaucoup de choses et tout, donc je suis très très curieux de quand même essayer ça, il en a dit, il a fait une bonne critique. Donc très curieux de Kaori pour le coup. Et voilà, on a fini les news. Et je vous propose que, sans plus attendre, on passe du coup aux parties de la semaine passée. Alors,
Donc je joue toujours, je vous passe un peu sur ce jeu que j'ai beaucoup parlé. Hein. Potato Man, on joue toujours beaucoup. Enfin, je joue toujours beaucoup sur mon appli. Take It Easy aussi, Boston Nothing, j'y joue énormément ces derniers temps, je suis beaucoup revenu dessus. Unboxed, on continue aussi les parties avec Pauline. Du coup, j'ai toujours les mêmes réserves dessus, c'est plus intéressant que bon, je dirais. On a rejoué à Kite, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, on a gagné, c'est toujours aussi cool, je vous parlerai de Quicksand plus tard. Off What's Left, on a fait 2 parties, alors en fait on a fait une longue partie, mais normalement c'est en 3 mains. C'est un jeu qui va être réimplémenté cet été chez Béziers, donc c'est un jeu de Taylor Reiner, qui est la personne qui fait Taylor Trick Taking Table. Et c'est réimplémenté, alors normalement c'était de 3 à 4 avec un jeu de cartes standard, enfin jouable avec un jeu de cartes standard, et ça va être repris par Béziers sous le nom Sears Catalogue, qui est en fait une blague sur les... Alors je pense qu'en France on n'a pas du tout la ref, mais qui va passer du coup de 2 à 5. Taylor en a fait une vidéo, alors forcément c'est son jeu, donc voilà. Je vous avoue qu'il parle... Enfin il dit qu'il aime bien les visuels et tout, mais moi je vous avoue il y a beaucoup plus aussi de cartes à pouvoir. Moi je vous avoue que enfin, la comparaison entre les visuels de Saibepoo et les visuels, alors certes un peu qui ont leur charme, mais enfin je veux dire waouh quoi, enfin ça n'a rien à voir en termes pour moi de charme. Je trouve, j'espère que Off What's Left sera disponible, parce que celui-là va être disponible plus facilement parce que c'est Béziers Games, c'est cool pour Taylor. Mais franchement, en termes de visuel, c'est le jour et la nuit. Et si je devais en avoir un, moi, je prends 1000 fois le jeu illustré par Saibepoo. Alors pour l'instant, c'est compliqué à se procurer, j'arrive pas à l'avoir. Mais ouais, c'est... Enfin, je trouve ça trop dommage que plutôt... Pourquoi pas faire des ajustements et tout. Et alors, je sais que c'est parce que ça rentre... En plus, là, vous avez vu le gros truc Béziers Games et tout. C'est pas très élégant, quoi. C'est aussi peut-être pour rentrer un peu dans une espèce d'univers partagé de Béziers Games. Mais franchement, enfin... C'est trop dommage. Et j'ai joué du coup, on a fait, et c'est vraiment bien, un jeu de défausse très très bien. Alors c'est un jeu de, il le présente comme un almost shading, donc un jeu de presque défausse, parce que c'est un jeu d'escalade assez classique, pas très compliqué, où on peut passer, où on peut revenir quand on a passé, où il faut suivre les combinaisons en termes de nombre de cartes et tout, ça c'est très très simple. Donc on peut jouer avec un jeu de cartes standard, hein. Vous rajoutez juste 2 jokers que vous tenez à l'envers, qui sont des cartes spéciales, qui sont des jokers. Vous voyez que les combinaisons c'est carte simple, carte de même valeur ou suite de même couleur. Il faut suivre avec le même nombre de cartes. Vraiment tout simple. Le truc qui fait vraiment que c'est très bien, c'est la présence des jokers, mais ça à la limite, bon, c'est plus effectivement l'idée du scoring, puisque la manche s'arrête dès que quelqu'un a défaussé sa main, cette personne fera 0 points. Le but c'est d'avoir le moins de points possible. Non, le plus de points. Parce que les autres ils perdent 1 point par carte. Donc voilà. Mais si tu arrives à avoir moins de cartes, tu vas retourner une petite carte qui te dit à partir de là tu as un bonus. Et si tu as donc moins de 5 cartes à la fin de la partie, tu marques les points de ta plus petite carte. Donc si j'ai 3 cartes, je perds 3 points, mais si ma plus petite carte c'est un 7, en fait j'ai marqué 4 points. Et c'est vachement intéressant en termes de dynamique et en termes de choix, puisqu'on va essayer de garder des grosses cartes. On n'a pas envie de finir, mais en même temps, des fois, finir, si les autres ont beaucoup de cartes en main, c'est bien. Parce que toi, tu fais 0, les autres vont faire du négatif. Et ils n'auront pas le bonus. Mais en plus, quand tu arrives au bonus, tu n'as plus le droit de passer volontairement. C'est-à-dire que si tu peux jouer, tu dois jouer, ce qui va amener forcément au fait de se défausser entièrement. C'est des petits trucs très très malins. Franchement, je trouve ça assez brillant. En termes de dynamique de jeu et d'espace de choix que ça fait, c'est très très bien. Et également, alors on a joué avec le score de base, c'est-à-dire c'est une main par personne, alors c'est peut-être un peu short, à 3 on a joué. Du coup en fait on a fait deux fois le tour, je pense que honnêtement c'est pas plus mal de faire comme ça. Mais il y a un autre système de scoring qui je crois n'a pas été repris dans Sears Catalogue, alors que je trouve qu'en termes de game design c'est assez brillant. C'est Jonathan Cox de John Gates Games qui l'a développé, qui lui a proposé, Taylor l'a inclus. Il y a voilà. On commence à 25 points, donc c'est la première personne qui atteint. On joue jusqu'à ce que quelqu'un atteigne 25 points. Et en fait, quand ils ont commencé à se dire ça, ils se sont dit, en fait, ça marchera pas parce que comme des fois on peut perdre des points et tout, la partie peut être complètement infinie. Ce qui est très intéressant,
et je trouve qu'en termes de game design, franchement, inspirez-vous de ça, je trouve ça trop bien. C'est que si quelqu'un fait du négatif dans la manche, on descend le seuil, donc on passe de 25 à 20, puis à 15, etc. Ce qui fait qu'en fait, on avance forcément vers la fin de la partie. Et je trouve ça trop malin comme façon de jouer. Je pense que je privilégierais ça parce qu'effectivement, les trois mains seulement sont un peu courtes. Mais je trouve ça super brillant en termes de game design, quoi. Donc voilà, franchement, très très bonne surprise. J'ai hâte d'y rejouer. Ça se joue avec un jeu de cartes classique. N'hésitez pas à le découvrir, franchement. Stonks, on a rejoué. Du coup, je leur ai fait découvrir. Bon, ils ont eu le même retour que moi. C'est bon, sans plus. Voilà. Pas inintéressant, mais bon. J'ai joué à ça, qui est parce que la semaine dernière, je vous avais reparlé que j'avais rejoué au Royaume Sauvage. J'ai trouvé assez moyen à 5. Il y a 1 et à 2 aussi. Donc, on va peut-être essayer à 3 et 4. Mais je l'ai mis sur Ocaseo. Parce que bon. Voilà, je suis pas sûr du tout que ça change le truc. Et il y a en fait une version Roll and Write que j'ai essayé sur TTS en solo. Bon, ça change rien en solo ou à plus. Qui est pas très intéressante. Je vous ferai peut-être une partie de ces 4. C'est vraiment tout con. Où il y a des petits contrats, où tu essaies de marquer des points, où tu vas prendre certains dés là, et puis tu vas aussi en mettre là sur les royaumes, mais où tu vas marquer des points si tu remplis des... Franchement, du déjà vu, je pense que je préfère quand même le jeu de base, qui n'a pas grand chose à voir, mais je trouve ça assez peu intéressant, personnellement. C'est Carla Kopp qui l'a fait, qui avait fait aussi... des jeux que je ne connais pas. Donc j'ai trouvé ça assez moyen, honnêtement. Pas très envie d'y revenir, j'y reviendrai peut-être. Mais après, je suis allé chez Jérém pour la soirée / nuit et le lendemain. Je leur ai fait découvrir avec Cécile Marvel United, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà fait une partie sur cette chaîne. Et on a joué à 3. C'est la première fois que je joue à 3. Et ouais, vraiment, j'en parle dans un tas joué à quoi qui devrait sortir lundi prochain. Il faut que je fasse le montage, mais ça devrait sortir lundi prochain. Et je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me plaît dedans. Alors il y a toujours un peu une forme d'injustice, il y a aussi une forme de tension qui reste, qui est cool. Mais je trouve ça toujours un peu, ouais, sans... Enfin, il y a un scope qui est très bien maîtrisé. Il y a un thème qui marche bien. Quand bien même le visuel chibi ne tirait pas plus que ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne dedans, quand bien même je vois un peu toutes les ficelles et tous les petits défauts qu'il y a. Et du coup, on a fait quand même 3 parties, parce que bah, Jérémy est un grand fan de Marvel aussi. Donc ça marche bien chez lui le thème et tout. Et on a fait en fait jusqu'à gagner contre Red Skull. Il y avait un peu cette frustration quand on a rejoué tous les deux plus tard dans la nuit de pas réussir. Donc on a refait une 3e partie pour gagner quand même parce que sinon ça allait pas. J'ai rejoué à 7 matchs, j'en ai fait 2 parties cette semaine. C'est toujours un jeu de pichenette très brillant. J'en ai parlé dans un tas joué à quoi chez Proxy Jeux. Allez écoutez ça si vous voulez les détails, mais c'est assez brillant. Toujours autant de plaisir. Jérém me met toujours la masse, hein, il est trop fort. Enfin, ou je suis trop nul au choix. Nirvana, je l'avais fait découvrir, pareil, je vais pas m'étendre dessus, mais très bon jeu. Et ça, par contre, très cool. J'avais joué à 2. Je vous avais dit que j'avais pas trouvé ça foufou à 2. J'avais pas eu l'occasion d'y rejouer, mais en fait, à 2, ce qui est pas très intéressant, c'est que si tu passes, ben, l'autre on défausse et l'autre relance. C'est Shobu qui m'avait dit qu'il avait adapté quelques trucs pour jouer à 2, notamment en retirant des couleurs. J'ai pas encore essayé, mais par contre, du coup, on a joué à 4 avec Gom, qui était. Qu'on salue. Salut Gom. Qui était de passage aussi chez Jérém. Et on a pu jouer à 4, et donc je suis content parce que je voulais vraiment réessayer. Et écoutez, vraiment, pour le coup, ouais, c'est cool à 4. Très bonne surprise. Je pensais pas que ce serait aussi bien, je pensais que ce serait mieux, mais je pensais pas que ce serait aussi bien. Parce que du coup, en fait, tout ce qui marche pas à 2 fonctionne plutôt à 4, peut-être à 3 aussi, peut-être à 6 aussi, ça je sais pas. Mais il y a ce côté-là de reprendre les cartes. Il y a vraiment des petits choix ici et là qui font que est-ce que j'ai envie de jouer vraiment? Parce qu'en fait, à 2, la question se pose moins, parce que si tu joues pas l'autre, ça lui fait une grosse couverture, puisqu'elle va pouvoir relancer. Alors que là, ne pas jouer, ça évite de prendre une carte qui va te pourrir ta main, parce que l'idée, c'est donc un jeu de défausse et d'escalade, où quand on joue des cartes, on en récupère une. Alors si j'en joue qu'une, bah, j'en récupère une, donc je me suis défaussé de rien en termes de nombre, mais peut-être que celle que j'ai récupérée est plus intéressante pour faire certaines combinaisons. À partir du moment où j'en joue plusieurs, et où j'en récupère, ben je perds des cartes forcément, et c'est le but, puisque le but c'est de faire le moins de points possible. Je crois à la fin on perd 1 point par carte qui nous reste, mais des fois on n'a pas envie de se défausser, parce qu'en fait on n'a pas envie de casser une combinaison ou quoi, et en même temps en plus les cartes qui sont au milieu de la table nous intéressent pas,
Et à 2, cette dynamique-là marche pas, je trouve. Là où, ben, à 3 peut-être, mais en tout cas à 4 c'est sûr, bah ça marche, parce que du coup on peut passer volontairement, et en même temps on n'a pas l'impression de faire trop d'ouverture, parce que derrière les autres vont jouer, et peut-être même que ça va revenir à nous, et qu'on va pouvoir faire une meilleure combinaison. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Très cool d'avoir pu expérimenter ça à 4. Je suis content, parce que c'est vraiment pas... Et également à 2, je trouvais la limite de 15 points vraiment trop longue. Ça il faut adapter, hein, mais à 2, 15 points c'est interminable, parce que on marque trop peu de points. Enfin, il reste trop peu de cartes en main. Là où, ben, en fait, à 4, il y a des parties où, ben, pouf, tu fais 8 points. Et 8 points, c'est la moitié de la partie. Et du coup, ouais, vraiment très cool. Très très cool. On a joué à Captain Flip. Alors, ça, on en fera un jeu du mois chez Proxy Jeux. C'est pas moi qui en parlerai en principal, mais je serai dans l'émission, on en parlera. Et il y a un élément d'édition qui a été relevé par Aurélien sur le Discord du Passe-Temps, qui peut tuer le jeu. Tuer en tout cas votre expérience de jeu. Ça change pas que le jeu est très bien en termes de game design, mais il y a un souci d'édition qui j'espère sera corrigé dans les retirages. Aurélien a eu la bonne idée entre guillemets de ne pas le mettre publiquement dans le Discord du Passe-Temps, parce que effectivement ça peut te ruiner tes parties, alors que si tu le sais pas, bah tu le sais pas. Du coup moi je suis allé le voir en MP parce que j'étais curieux. Et du coup, bon, je vais pas vous en parler ici. Si vous voulez vraiment le savoir, si vous êtes trop curieux ou curieuse, vous venez me voir en MP sur Discord. Pour le coup, ça peut vraiment casser le jeu. J'espère vraiment que ce sera corrigé, parce que c'est forcément une erreur. Et on en parlera peut-être dans le jeu du mois, mais pareil avec tous les warnings qui vont bien et tout, en disant attention. D'ailleurs, je le ferai que si Ben veut l'entendre, parce que si c'est Ben qui s'en occupera, et s'il veut pas l'entendre, ben, je lui dirai pas, je le mettrai en post-prod, parce que ça me paraît quand même assez important comme erreur d'édition pour le relever. Mais on fera les warnings qui vont bien et tout. Je sais que moi, alors quand Aurélien en a parlé, moi j'étais sûrement aussi curieux que vous l'êtes maintenant. Voilà. Du coup, je leur ai fait découvrir ça. En fait, j'ai offert à Jérém, parce que moi c'est un jeu que j'adore. Et oui, je sais, hein, c'est des trucs où je peux pas vous en parler, mais où du coup tout le monde a envie de savoir. Du coup, c'est Holdor Mao Mao, et moi je l'ai sous Disney Villains, qui est une version que j'aime moins, que ce soit en termes de dynamique ou de thème, mais c'est celui qui est disponible le plus facilement, et donc je l'ai offert à Jérém parce que c'est vraiment un jeu 8 américain-like, que je trouve trop bien, avec cette interaction sur les personnes, le côté mémoire et tout, et le côté chouinage. On a joué aussi avec les pouvoirs, c'était bien, et d'ailleurs on a joué une version avec la variante Eldor, où du coup on a mélangé les decks et on les a mis au milieu. Parce que dans Holdor Mao Mao, en fait, on n'a pas chacun ou chacune son deck, c'est un deck au milieu de la table, ce qui fait que c'est des dynamiques assez différentes. Et c'est toujours aussi brillant, franchement, Colovini est trop fort, et je pense pas que c'est un grand succès, et pourtant il le mérite, parce qu'il y a ce côté jeu de cartes où tu tapes le carton, où tu chouines et tout, que je trouve très bien. Salut Zoidberg, ça roule. Et toi? J'espère que tu vas bien aussi. Ils m'ont fait découvrir Reprip, je l'ai dans ma ludothèque depuis la sortie. Vous verrez que j'ai lu la BD juste avant en fait. On parlera de la BD tout à l'heure. Et donc je l'ai depuis longtemps dans ma ludothèque, mais je l'avais pas sorti. Là on a joué à 3. Écoutez, jeu de guessing, jeu où tu vas essayer de récupérer des trucs, jeu où j'ai très mal joué, on le voit mon score, hein, misérable. J'ai fait des grosses bêtises. Avec quelques éléments de choix, je suis d'accord, Zoidberg sympa sans plus. C'est-à-dire que bon voilà, tu vas faire, il y a un peu de bluff, il y a un peu de prise d'infos, c'est du guessing qui se repose quand même sur des choses, contrairement à un Stop Me or Let Me Go, que j'aime bien pour le coup, mais qui se repose sur rien en termes de guessing. Là il y a quand même un peu de guessing et de bluff qui se repose sur des informations. Après bon, voilà, j'ai pas trouvé ça merveilleux non plus. Donc voilà, pourquoi pas, mais j'y rejouerai sûrement, il faudrait que je revoie. Ouais, tu as pas vu passer l'info, c'est... ouais, je pense que c'est le... Ah, je sais pas, je pense que c'était l'administrateur. Ouais, c'est moyen, quoi. Je pense que les jeux au plan ont fait quand même des choses beaucoup mieux. Unmatched, ouais, c'est Hamlet, Shakespeare, Titania et les 3 sœurs de Macbeth. C'est ça? Qui seront jouables. Et c'est stylé. Maudite momie, on a rejoué, toujours. Alors, vous avez vu mes scores. 6 points, misérable. Misérable Flavien. J'ai trop accusé pour rien. Toujours un stop ou encore super bien, que j'adore. Qui est un de mes préférés dans le genre. Je le trouve super efficace, quand bien même je suis moyennement client des Illus. Je trouve que la dynamique est très bien.
Gaume voulait depuis longtemps découvrir Cartagena. Écoutez, il a découvert, il a pris sa tôle. Hein. Et Jérém, il nous a ruinés. Toujours aussi bien. À partir de 3, c'est notamment mieux qu'à 2. Même si je le préfère à 4-5. Mais ouais, Jérém, il nous a fait des moves de bâtard assez violents. Après, du coup, Gaume est parti après avoir découvert Cartagena. Et on a fait donc les 2 Marvel United où enfin on a réussi à battre Crâne Rouge, le fameux. Voilà, on avance. Et j'ai rejoué au match du siècle. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai parlé le mois dernier. J'ai refait 2 parties cette semaine. Je vous en ai parlé pas le mois dernier, la semaine dernière. C'est toujours aussi bien les parties que je fais, toujours aussi tendues, toujours aussi pleines de tension, qui finissent peut-être un poil trop équilibrées pour que ça finisse à chaque fois à pas grand chose. Mais le système est super. Il manque un peu d'asymétrie à mon goût quand même peut-être, mais très curieux quand même d'y rejouer encore et encore. Très très bien. Allez voir mon avis de la semaine dernière. Je l'ai joué avec Jérém à Banana Night. Je lui ai fait découvrir ça aussi. C'est très très bien. On a fait une égalité que j'ai gagnée. Trop cool. Vraiment cool. Vraiment ça. Je sais pas si c'est supposé arriver en France ou pas, mais il faudrait parce que c'est vraiment dans le genre jeu de cartes avec enjeux simples et trucs rapides et règles simples, mais vraiment de la tension et tout. Je trouve ça super. Et même des dynamiques de jeu intéressantes et qui diffèrent de partie en partie. On a fait 2 parties de Yokai Septet parce que Jérém était ravi, il a reçu son Yokai Septet qu'il a commandé sur Travel Games. Alors lui, il a la version non foil, la version coréenne, je crois. Mais bon, c'est le même jeu. Et bon, il n'y a juste pas les règles en anglais. Mais bon, elle se trouve facilement. On a joué à 2, j'étais très content d'y rejouer en physique. C'est la première fois que j'ai joué à 2 en physique, je crois. Et franchement, le mode de Shunra, c'est trop bien. Donc, il a gagné les 2 parties, mais en fait, ce qui est trop cool dans Yokai Septet, c'est que il a fait 7-0 et 10-0, mais en fait ça reflète pas la tension qu'il y a dans la partie où chaque manche ça se joue à pas grand chose, et c'est ça qui est l'essentiel en fait. C'est pas que à la fin il gagne 7-0 ou 10-0, il y a des moments où ça se dit bon bah du coup je me suis fait latter, typiquement ouais là-dedans dans ces 2 trucs, bon il y avait pas tellement de tension pour moi, alors que là chacune des manches était très tendue et c'est vraiment très brillant. Je lui ai fait découvrir Surfosaurus Max qu'il a gagné, et j'ai rien gagné, punaise, incroyable. Si Banana, mais sur une égalité. C'est fou. Surfosaurus Max, toujours aussi cool, toujours un thème aussi barré, j'adore le faire découvrir, et en plus le jeu est pas si mal, je vous en ai parlé la dernière fois. Les mines, je vous en ai aussi parlé il y a pas longtemps, donc on s'attarde pas dessus, mais là j'ai pu y jouer en physique. J'ai fait 2 parties cette semaine, alors à 2 toujours, je continue de penser que c'est sans doute mieux à 4, 5. Salut bière pour Dieu. Reste que c'est un très bon jeu de course, un peu con, qui manque un peu peut-être de thématisation, mais j'aime beaucoup son système et les petits choix qu'il y a à faire, la manière dont on peut s'emmerder, dont on peut se pousser et tout. Celui-là, il est marqué comme new. Alors j'avais essayé, je crois, il y a un certain temps. C'est vraiment un jeu où il y a la mécanique, on l'a retrouvé plus tard dans Sobek, la mécanique de prise dans la ligne ou la colonne où on impose, je crois. Enfin, ouais, enfin, pas spécialement Sobek de joie. Mais en gros, quand on va prendre une carte, ça va indiquer la colonne ou la ligne où on va pouvoir se déplacer, et on va se déplacer jusqu'à un membre d'une famille et récupérer tous les membres de cette famille-là sur le chemin. Et après, c'est un but de jeu de majorité, assez classique, avec quand même des petits trucs, des petits pouvoirs quand on prend le dernier membre de la famille, quand bien même on n'est pas majoritaire, ça c'est cool qu'il y ait ces petits pouvoirs-là. Ça reste très abstrait, enfin on n'a pas du tout, enfin tout est visible et tout, donc il n'y a pas du tout d'aléatoire dedans. C'est un jeu de 2 à 4, alors on y a joué à 2 et honnêtement je pense que c'est vraiment, il y a de la meilleure des configs enfin pour ce genre de jeu là. Peut-être qu'à 4 ça rajoute un peu de chaos qui est pas inintéressant, mais ouais, bon, écoutez, sans plus, pas trop mon genre de truc, un peu trop abstrait pour moi, mais le système est assez épuré, et justement, il s'encombre pas de trop d'autres trucs, c'est vraiment on récupère des trucs pour faire de la majorité avec quelques petits pouvoirs. Ensuite, on a fait une soirée crêpe, et on a joué à 2 jeux de 10 sur 10. 2 bangers. Just One, toujours aussi bien à l'apéro où t'es là et tu peux jouer. C'est expliqué en un instant, les sensations sont toujours incroyables, l'édition sert toujours le jeu. Il y a toujours des moments fous. On a fait combien? On a fait 9, on n'a pas fait le meilleur score du monde, mais incroyable le jeu évidemment. Et l'autre, que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué, je pense 2 ans, pas loin, c'est Decrypto, qui est toujours
toujours aussi... En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours aussi chiant à expliquer. Hein, ça faisait longtemps que vous n'avez pas expliqué, c'est toujours aussi relou. Et à chaque fois, je lui dis, bon, écoutez, désolé, c'est relou à expliquer, mais vous comprendrez tout dès qu'on joue. Mais qui est toujours... En fait, le gap entre le moment où tu expliques, où les gens ils sont là, ok, soit, et la deuxième manche... ouais, nous on a beaucoup joué aussi avec des grands-parents et tout, et ça marche super bien. Et donc le gap entre vraiment le moment où tu vas découvrir la première manche et où tu te dis, bon, ok, soit, et la deuxième manche où tu commences à comprendre les subtilités et tu te dis, ah, mais attends, si je fais ça, ça lui donne des indices et tout, c'est trop plaisant, quoi. Enfin, c'est tellement riche, et la richesse apparaît si, si facilement dès la deuxième manche, que tu es là et tu te dis, ah, c'est comme ça. Ah, et du coup, tu vois l'étincelle s'allumer. Et c'est trop cool. Vraiment, j'y avais pas joué depuis longtemps et toujours aussi brillant. Euh, il a fait, je crois, Circle. Ah oui, il y a ça qui doit sortir de lui. Highlight. Non, Circle, c'est l'auteur de The Crew. Ça m'a l'air beaucoup moins intéressant, on va pas se mentir. Et ça aussi. Mais des cryptos toujours dans mon cœur. Incroyable. Pour moi, c'est vraiment... Je pense que c'est mon jeu préféré. Honnêtement, que ce soit dans le genre où... Enfin, il y a aussi Root et tout, mais celui-là, ouais, il y a un truc qui est fou, quoi. Dans la manière d'utiliser aussi les carnets et tout, c'est... Trop cool. Trop cool. On a rejoué à Silver and Gold Pyramids, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, donc je vais pas revenir dessus. Très très bien, toujours. Hein. Captain Flip, Magic Trick, ça faisait très longtemps que j'avais pas rejoué, toujours aussi brillant. Pareil, alors je vous en ai parlé, mais Bézier Games, je vais le reprendre sous Xylotar, qui a un thème complètement barré, très rigolo, mais qui rajoute des trucs, j'aime pas les cartes. Il y a plein de... Je trouve les choix d'édition de Bézier Games assez discutables en termes visuels et tout. Mais celui-là, ouais, je le trouve très bien. Même si moi, tu vois, j'aurais été éditeur, j'aurais changé des trucs en termes de matériel ou des trucs comme ça pour faciliter certains éléments de déduction. Quand on joue en physique, on utilise certains trucs. Mais j'aurais pas changé le thème, quoi. J'aurais pas... Ouais, je sais pas. Et notamment aussi le scoring qui va changer, alors que le scoring est super dans Magic Trick, bref. Là, c'est les découvertes que j'ai fait à Nico, donc je vous ai dit, Veil of Eternity, qu'il a gagné sans trop de difficultés. Hein, on pourrait croire que c'est un peu, ça devait être au 8e ou 9e tour, que c'était un peu serré. En vrai, sa victoire était assez claire 2 tours avant la fin. Mandala, que moi j'aime beaucoup, même si je me suis fait latter, mais lui il a pas accroché plus que ça. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, mais je trouve ça brillant. C'est un jeu de Brett Gilbert et Trevor Benjamin, si je dis pas de bêtises, ouais, que je trouve vraiment assez cool en termes de tension et tout, en termes d'ouverture faite aux autres. Je trouve que c'est très bien. Je lui ai fait découvrir Vidrasso, je vous ai parlé de Sean Ross, bah, c'est lui qui a fait ça. Un jeu de pli à 2 brillant. Je vous en ai parlé dans une vidéo de découverte il y a courant de l'année dernière. Et vraiment très très bon jeu à 2, que ce soit en termes d'enjeu, en termes d'utilisation des atouts, des super atouts, des hommes de paille, là, des Stroban. C'est très très bien, j'aime beaucoup. On a joué à Quicksand, je vous ai dit que j'en parlerai rapidement. On a fait quelques parties. Alors, on a fait le niveau 1 et le niveau 2 qu'on a gagné. La première partie, on a perdu. Alors, c'est souvent présenté, effectivement. Bon, il y a vraiment du Kites là-dedans. Alors, je pense pas que ça a été influencé directement par Kites parce que c'est pas les mêmes auteurs. Donc, voilà, là, c'est un auteur de photosynthèse, c'est le dilemme du roi. Difficile quand même de... Je sais pas en fait à quel moment ça a discuté et tout. Parce qu'il y a vraiment ce côté où on retrouve vraiment beaucoup de kites, mais avec un parcours. Là où kites a cette épure de juste tu joues une carte, tu retournes les sabliers de la couleur de cette carte, et juste faut éviter que les sabliers soient retournés, se vident. Là ça rajoute un peu des éléments avec ben il faut avancer, il faut arriver à tel endroit, si ça se retourne tu les mets à côté. Je trouve que c'est typiquement... c'est pas mal, hein, mais je préfère l'épure de Kites, quoi. Je trouve pas que ça apporte assez de choses différentes pour que ça vaille le coup d'être préféré à Kites. Il y a des jeux qui apportent de la profondeur et des éléments qui vont rajouter des subtilités, des strates intéressantes. Et je trouve que les strates que ça ajoute... Bon, les dynamiques sont pas exactement les mêmes quand même, hein, mais j'ai pas trouvé... Après, il faudra voir, on fera quand même la suite des niveaux, mais... Alors on a joué à 2 à Whale to Look.
qui est celui-là, là, avec cette chouette petite pochette. Alors, clairement, je pense que c'est mieux à plus. Hein. Ça fait penser à RIP, clairement, un petit peu dans le côté jeu de guessing où tu vas pouvoir prendre des infos et où tu vas essayer de perdre un peu les autres et de scorer de manière assez simple. Donc, c'est Fade Outil qui a collaboré avec John Sasaki chez On Games. Il en a un peu parlé chez Paul Gara dans les jeux qui l'ont influencé. Il parlait de je sais plus quel jeu et donc il disait que ça avait qu'on pouvait un peu retrouver ce côté-là dans Well to Look vite fait. C'est vraiment un jeu tout bête où tu as 1, 2 ou 3 touristes sur ton bateau, c'est en 2 manches, il va y avoir une carte météo qui va changer quelques règles dans la manche 2. Et en gros, tu vas essayer de te placer là où il y aura le plus de poissons ou là où il y aura le moins de poissons pour marquer plus de points, pour marquer des points quoi. Et si tu mets ton bateau à 3, ben c'est 3 points. Voilà, sauf modificateur éventuel. C'est mignon, le thème est sympa, c'est pas de la chasse aux baleines, c'est de la prise de photos. Si je devais choisir entre celui-là et RIP, je pense que je préfère celui-là quand même en termes de dynamique et de éléments de choix et d'action à faire pour prendre des infos. Et voilà. Et en plus, je le trouve plus simple que RIP, tout en procurant un peu les mêmes sensations. Donc, mais bon, ouais, à voir à 3 ou 4. Et jusqu'à combien? Jusqu'à 5? Parce qu'à 2, clairement, bon, voilà, c'est pas le plus intéressant. Mais voilà. Mais pas mal. Est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai rejoint un peu au Schnapsen, ça faisait longtemps aussi. Je crois qu'on a fait le tour, déjà. Incroyable. Est-ce que, par exemple, est-ce que j'ai pas des trucs que j'ai joué ce matin et qui seraient nouveaux? Non, ce matin, j'ai pas joué à grand-chose de neuf. J'ai juste fait... Salut Siro. J'ai juste fait du Captain Flip, si je dis pas de bêtises. Yes. Ah si, ah bah voilà. J'ai joué à Animalia. J'avais fait un début de partie en physique. Ouais, bah écoute. Tu parles de quoi? Well to Look, Caducé? Je sais pas si aléatoire est le terme. Je pense qu'à plus, tu peux prendre un peu d'infos selon le bluff. Après, ça dépend vraiment de comment les gens bluffent et font du guessing. C'est pas... Enfin, pour moi, la prise qu'il y a sur le jeu, ça va. Ça me gêne pas. Mais bon... c'est juste que les sentiments sont un peu convenus. Donc Nimalia, j'avais fait un début de partie, on n'avait pas accroché. C'est ce scoring à la Cartographers. Et j'ai pu essayer là sur BGA. Alors c'est en alpha je crois sur BGA et franchement la version est pas très agréable à manipuler. Il y a du travail à faire. Alors j'en avais pas un bon souvenir de mon début de partie. On avait arrêté parce que Tony n'avait pas aimé du tout. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça vraiment nul quoi. Enfin, c'est chiant. Enfin, je sais pas, c'est pas intéressant. Les systèmes de scoring sont pas très intéressants. Et puis, ok, il y a des histoires de différents termes à gérer, mais c'est très puzzly, ça fait mal à la tête, très calculatoire. Il y a un peu de draft, donc voilà, il y a un peu d'interaction et tout, mais c'est quand même assez nul, quoi. Enfin, mais je pense pas que c'est les objectifs qu'on avait qui. Franchement, ouais, je trouve ça vraiment pas réussi. Faudrait que je réessaye, je l'ai toujours en physique parce que je voulais toujours lui donner une chance. Je trouve ça quand même assez naze. Après, honnêtement, l'adaptation BGA aide pas, hein. Vraiment pas quoi. Elle est vraiment pas bien pour l'instant. Si vous voulez essayer, essayez pas sur BGA, je pense. J'ai rejoué à Rumble Nation à 4 sur TTS. Et vraiment, enfin, j'avais déjà joué à 2. Et vraiment, c'est le jour et la nuit. Ouais, mais moi, c'est trop casse-tête pour moi. Tu vois, moi, tous les trucs un peu trop calculatoires où t'es là et tu te dis, ah, attends, mais là, ça va me rapporter combien? Alors, si je le mets là, si je le mets là, si je le mets là, ça me retire tant de points. Je déteste ça. En plus que je trouve pas que ce soit original quoi. La pause méridionale ou la pause méridienne? Parce que c'est pas la même chose. La pause méridienne c'est... Allez, on suit un petit jeu à midi. La pause méridionale c'est... Ah, qu'est-ce qu'on va prendre avec notre petit pastis en jouant à la pétanque. Ouais, Rumble Nation c'est incroyable. Hein. Je l'avais découvert suite à la présentation du passe-temps et aux promos. Il y avait un pote de jeu qui l'avait pris et vraiment très brillant. Non, mais moi je pense qu'on peut dire la pause méridionale. Tu te fais une petite pause méridionale. Je pense qu'il faut instituer ça. Bon, j'ai joué à 2 et à 2 c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, c'est que tous les enjeux de majorité et de trucs pourrissage marchent pas vraiment. Ça fonctionnouille. Parce que le système est vraiment brillant et les enjeux de choix quand tu lances les dés sont bien. Mais c'est vraiment à partir de 3 qui prend son envol et qui devient vraiment super parce que tout le blabla autour de la table, les systèmes de vengeance qui se mettent en place,
Enfin voilà, et puis les systèmes de majorité sont plus intéressants qu'à 2, évidemment. Mais c'est brillant, c'est pour moi un des meilleurs jeux. Bah là, j'ai écrit, comme dit la vidéo des découvertes de janvier, et il est clairement dans les tops, et pour moi, c'est un des meilleurs jeux du genre. Que ce soit. Parce que, en plus, j'adore la manière dont il utilise sa mécanique de placement, les enjeux sont simples et évidents, enfin, c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Voilou. Et voilà pour les parties de la semaine. N'hésitez pas dans le chat sur Twitch ou dans les commentaires sur YouTube à me dire ce que vous avez découvert cette semaine. Si vous avez des choses très bien ou des choses très nulles ou très peu... en audio règles, en plus, c'est vrai que pour le coup, Rumble Nation a cette pureté de règles. Alors, il y a juste les histoires des cartes qui sont un peu... qu'il faut expliquer, et puis donc le podcast dont parle Caducé, c'est... des règles et des jeux, non, c'est pas exactement ça, mais il y a le mot règle. Et en gros, c'est une explication de règles en podcast, ce qui peut paraître bizarre. Alors après, en vrai, c'est ce que font tous les reviewers, hein, ils expliquent les règles. Ils font que ça, en fait. Non, mais la spécificité, c'est que c'est, entre guillemets, un podcast qui est fait pour vous accompagner un petit peu des règles et des jeux, si, c'est ça, je suis pas fou. Je regarderai sur le passe-temps du coup, qui est là un peu, si vous voulez, pour vous accompagner lors de la mise en place, c'est de, voilà, enfin vous pouvez un peu vous en servir pour expliquer le jeu. Et donc, plutôt que de vous emmerder à vous expliquer le jeu et tout, il y a vraiment ce côté accompagnement, quoi. C'est pas juste présenter un jeu comme le font tous les reviewers, quoi. Donc voilà. Ouf, Pixies, je n'aime pas du tout. Blagnac joue, pardon. Ok, qui est un festival, j'imagine. Et The Great Place, je le trouve plutôt cool. Mais Pixies, ouais, vraiment, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce jeu, mais bon, tant mieux. Hein. Enfin, tant mieux pour l'auteur surtout, et pour Bombix. Donc ouais, Rumble Nation, vraiment, ouais, des enjeux clairs et tout. Et ouais, très très bien. Ok, bon, passons donc à un peu de hors-jeu, puisqu'il n'y a pas de jeu vidéo, c'est Tipar. Alors, des BD uniquement le 23 mars. Ok, ben si vous êtes vers Blagnac le 23 mars, allez-y. Je sais pas où est Blagnac, ça m'a l'air d'être un truc du sud. Ou je dirais du Cognac ou de l'Armagnac. Moi, le 23 et le 24 mars, je serai à Mulhouse pour Happy Games. Enfin le 24, puisque Jérém habite là-bas, on ira y faire un saut le dimanche, pour une fois que je fais un festival. La semaine dernière, le week-end dernier, c'était Épinal, j'y suis pas allé. Ah, à côté de Toulouse, ouais. J'avais bien situé. Donc voilà pour ce qui est des actus, on passe donc, et des parties. On va parler de bande dessinée. Bande dessinée Amer Béton, qui est un truc des années 90, qui est brillant, alors j'ai lu l'intégrale. C'est vraiment ma découverte de la semaine, hein, Amer Béton. C'est trop bien. C'est l'histoire de Noiro et Blanco, qui sont deux gamins délaissés pour compte un peu dans une ville japonaise. Et ça parle vraiment de cette marginalisation dans une ville où il y a de la yakuza, de la pauvreté, la corruption, la violence. C'est assez violent, c'est assez sombre hein, comme vision du monde, assez nihiliste aussi. Et visuellement, ça démonte. En termes de mise en scène, c'est fou. Les moments où ils sautent et tout, c'est trop cool. Je trouve la fin un peu moins intéressante. Il y a quelques moments qui perdent un peu en intensité. Mais ouais, les personnages sont trop bien. Les relations entre les personnages sont trop bien. Je trouve ouais, la fin autour de Noiro un peu. C'est pas ce que j'ai préféré. Mais sinon, ouais, 620 pages, mais ça se lit à toute vitesse. Mais c'est vraiment du manga seinen où t'as vraiment une vision du monde très très sombre et des personnages réussis, quoi. Enfin, tout ce qui est les 20th Century Boys, etc. Enfin, vous pouvez y aller, quoi. Et ouais, vraiment super, j'ai trouvé ça... Il y a un film qui est sorti en 2006, alors je voulais le regarder, il est sur la plateforme de France TV, mais il est que en français ou en anglais, donc j'aimerais bien le regarder en japonais, puisque c'est la version originale. Donc à voir si j'arrive à le trouver autrement. Mais ouais, vraiment trop cool. Trop bien. Très très fort. L'île aux femmes, qui n'est plus disponible à la vente. Donc c'est Zanzim, avec donc Zanzim c'est la personne qui a fait notamment
Avec Hubert, non, je sais plus. Non, peut-être qu'il n'y avait pas Hubert dedans. Zanzim qui a fait Podom, donc on retrouve vraiment les visuels un peu qui font penser à Podom. Écoutez, c'est pas Podom hein, en termes de qualité. C'est un mec, donc lui, qui est dans l'entre-deux-guerres et qui s'effondre sur une espèce d'île où il y a des enfin, c'est pas des Amazones, mais c'est uniquement peuplé par des femmes qui récupèrent des mecs pour faire de la progéniture. Donc on retrouve des thématiques chères à Zanzim qu'on retrouve dans Podom et tout en termes de relations femmes et de place de la femme. Écoutez, ouais, c'est quand même moins brillant, je trouve, en termes de personnages et de écriture que Podom. C'est pas mal, mais c'est pas non plus mémorable, quoi. C'est L'île aux femmes. Ensuite, La légèreté de Catherine Meurice. Je vous en avais parlé pour les grands espaces, je crois que j'avais plutôt apprécié. Là, La légèreté, c'est vraiment une réaction à Charlie, puisque Catherine Meurice est destinée à Charlie Hebdo, et donc c'est vraiment comment sortir de ce trauma, en fait, qui a été suivi par le trauma du Bataclan et tout, et ça parle vraiment de ça, hein, c'est très autobiographique, et ouais, c'est sûr, notamment à travers la bande dessinée, quoi. Et il y a encore des très très beaux visuels, hein, il y a vraiment des planches assez belles. Après, bon, il y a un côté extrêmement personnel là-dedans, où ben, voilà, enfin c'est clairement un moyen pour elle de sortir d'un truc, et de... Alors je sais pas si elle a déjà fait de la BD avant sûrement, mais en tout cas d'expérimenter d'autres choses et tout, à recevoir, ça a beau être touchant et tout, j'avoue que ça m'a pas bouleversé plus que ça. Carnet de manif de Pedroza et Loïc Sécheresse. Alors Pedroza je l'adore, Sécheresse je le connais pas du tout. Et j'ai trouvé ça très très bien. Hein. Donc c'est vraiment des manifs entre 2019 et 2020. Donc entre les réformes des retraites et puis après Black Lives Matter, etc. Et ça parle de manifs, notamment vers Nantes, dont ils sont originaires je crois plus ou moins, aussi à Paris. Et donc c'est vraiment des portraits de différentes personnes qui participent aux manifs. Ça parle évidemment, voilà, aussi les gilets jaunes, etc. C'est évidemment un truc très actuel, qui est dessiné en manif. Il y a plein de trucs très bien au niveau de l'écriture, ça parle de plein de choses super. Après, moi ça me parle beaucoup, quoi. D'autant que voilà, c'est des moments où moi j'étais aussi là-dedans. Donc ouais, voilà, il y a vraiment des trucs assez marquants en termes de propos et de témoignages et de banderoles, et le dessin s'y prête très bien, donc très recommandable. Le deuxième livre de la semaine avec Amer Béton, ça va être La mécanique des vides de Zéphyr, que je connaissais pas du tout comme auteur. J'ai été assez... c'est assez zinzin, là aussi visuellement et tout, c'est autour du langage notamment, il y a une personne qui se réveille et qui en fait sort, alors il y a un côté relation à la terre, directement à l'intérieur en fait, et aux grottes et tout, et il découvre deux personnes, et en fait c'est lui, il écrit des lettres, des trucs, et les mots ils s'en vont. En fait il n'arrive plus à parler, donc ça parle évidemment de la communication, de la parole, aussi de l'évolution du monde, et de plein de choses. Et du coup, Irma et Ocarina, c'est des semeuses de mots qui ont des graines qui vont faire pousser des haïkus, des poèmes ou des récits. Et donc voilà, vous voyez que tout parle autour du langage et de la parole et tout, et de ce qui fait un peu l'humain. Et ouais, c'est assez incroyable visuellement parlant, et même au niveau des thèmes, c'est très bien écrit. Mais ouais, il y a des planches vraiment waouh, enfin... c'est assez fou, quoi, parce que comme c'est évocateur de plein de trucs, comment tu restes là. Alors là on les voit pas trop parce que c'est vraiment le début, même si il y a déjà quelque chose hein, là-dedans, mais c'est surtout par la suite où il y a vraiment des trucs complètement... Le grand combat de Zéphyr, ok. Ah oui, je l'ai rajouté moi à ma wishlist de la médiathèque. L'esprit rouge, le grand combat et la dame à la licorne, c'est ça. Je vous laisse les petits trailers, je sais pas si vous entendez sûrement. Et même au niveau du texte, hein, c'est assez fort. Ça, enfin, ce genre de visuel, donc la visuel de la couve, c'est très très bien, si vous avez l'occasion. J'ai lu Betty Boob aussi, donc qui parle
justement de la reconstruction, là aussi, après un cancer du sein et de relations, comment est-ce qu'on arrive à sortir de relations compliquées, à la maladie, de comment est-ce que voilà la relation à la famille et tout. Très très bien aussi, donc de Véro Cazot et Julie Rochelot. Notamment au-delà des thématiques qui passent par le. Comment on appelle ça les feuillages, etc. Je sais plus, c'est l'acceptation de soi et tout, pardon pour le micro, l'acceptation de soi, etc., de son corps, de sa maladie, de plein de trucs, avec un autre groupe de femmes, etc., qui pratiquent justement les feuillages et compagnie. Moi, ce que j'ai trouvé brillant dedans, c'est l'aspect très... ça se retrouve beaucoup dans la mise en scène, l'aspect très slapstick, entre guillemets, où vraiment il y a... c'est vraiment muet, et il y a un côté très slapstick, un peu cinéma muet, avec notamment par moments les chapitres qui ressemblent vraiment à des écrans, comment on appelait ça dans le cinéma muet. Vous savez, les moments où il y a du texte qui apparaît. Il y a un nom pour ça. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, voilà, les différents chapitres, ça a un peu ce visuel-là et cette mise en scène-là. Et il y a vraiment un dynamisme de la mise en scène, du découpage et tout, qui fonctionne très très bien. Au-delà des couleurs qui sont très jolies. Auxquelles j'ai beaucoup accroché, donc je vous encourage à le lire, si vous pouvez, Betty Boop. Ensuite, Un jour sans. Alors celui-là, c'est un peu le moins bien de cette semaine dont je voulais vous parler, parce qu'il n'est pas inintéressant, c'est un truc à twist. Un twist qu'on voit venir, quand même. Que j'ai trouvé, sans plus que ça non plus. Ça parle justement des croisades et de la relation entre le Seigneur et sa femme. Et ce que lui a le droit de faire, qu'elle n'a pas le droit de faire, etc. J'ai pas trouvé ça foufou. Je trouve que le twist tombe un peu à plat et qu'il est un peu... Voilà, sur un truc de malédiction et que c'est un peu rigolo à la fin en termes de mise en scène, mais c'est pas non plus brillant. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'était La Prince et la couturière de Jen Wang, dont j'aime beaucoup là aussi les visuels qui sont très différents, par exemple d'un Zéphyr ou d'un Amer Béton, qui sont beaucoup plus dans la ligne claire, et qui parlent. Alors, il a eu le Fauve Jeunesse à Angoulême, je trouve que c'est un très bon truc pour la jeunesse, pour le coup, où il y a le prince qui va, une petite couturière qui va devenir couturière du prince. Le prince qui spoil, ça arrive tout de suite, et Lady Crystalia en fait qui adore mettre des robes, etc. Ce qui bien sûr fait mauvaise figure auprès du roi qui eux veulent le faire marier avec ses prétendants. Et donc évidemment ça va parler de leur relation à eux deux, de elle, comment est-ce qu'elle crée, comment elle est contrainte de créer pour un prince, et comment est-ce qu'elle peut ou non s'exprimer dans la création. Comment ce personnage aussi arrive à s'exprimer à travers des fugues et des expériences qui ne sont pas celles d'un prince normalement. Et très bien écrit, les relations entre les personnages sont bien, les visuels sont cool aussi, les psychologies, c'est de la jeunesse, donc ça va, mais ça, je trouve ça assez cool, et notamment je trouve que la manière de traiter tout ça pour la jeunesse est plutôt brillante. Et assez bien écrite et tout, donc je vous le conseille très fort si vous avez l'occasion. Alors c'est un gros pavé, mais il se lit quand même assez vite. Les Vieux Fours Noirs, bon, très connu, mais j'avais déjà lu jusqu'au 5, j'ai lu le 6 et le 7, et ça reste dans la veine, c'est-à-dire des thèmes intéressants, qui sont des visions assez simples à identifier, et qui vont pas bien loin quand on connaît ces sujets-là, mais qui sont toujours plutôt sympas. Je crois que c'est le 6, j'ai trouvé ça un peu quelconque. En fait, il y a toujours le problème les thématiques sont cool, les personnages, on a plaisir à les retrouver, mais les histoires en elles-mêmes sont assez faibles, je trouve, et pas très très intéressantes. Alors c'est pour aborder des nouveaux thèmes, par exemple ici le colonialisme et le white savior, etc. Bon, voilà. Je trouve quand même que il y a quand même une espèce de petit fil rouge qui se déroule et tout, et une évolution de personnage. Mais je trouve que même s'il y a toujours cette forme de tendresse et tout, il y a quand même une forme de oui, ok, on sait vers où vous allez, et en gros vous continuez un petit peu parce que c'est une série qui marche. Est-ce que vous n'avez pas déjà tout raconté sur cette série? Je ne sais pas. C'est pas désagréable, mais voilà. Et enfin, RIP,
Donc vous voyez, on a parlé de RIP, le jeu de société, j'ai lu les 3 premiers tomes, il me reste encore le 4, 5, 6 qui n'était pas dispo pour l'instant à la médiathèque. Alors je comprends les réserves qu'il y a eu pour le coup sur la thématique de RIP, parce que effectivement c'est vraiment là aussi des laissés pour compte et des entre guillemets un revue de la société où vraiment c'est des pauvres types quoi, et qui ont en fait leur personnalité colle très bien au setup, mais du coup il y a des questions un peu dures à aborder, et assez la mise en scène est quand même assez crue, assez sale entre guillemets, que ce soit dans les couleurs et tout. Et il y a eu des trigger warnings et tout que je peux totalement comprendre sur des violences sexuelles, des violences, de la grossophobie, etc. Qui encore une fois colle au personnage. C'est-à-dire que ça vient pas de nulle part. Je comprends par contre que à lire et à recevoir ça puisse être assez violent. Euh, c'est pas mal, ça gagne entre guillemets. J'ai lu que les 3 premiers. Mais le premier je le lis et je me dis ok bon, soit. T'as quand même un fil rouge et il y a un peu un côté Rashomon où ça va croiser des points de vue des personnages qui est assez cool. Donc j'ai hâte de lire le 4, 5, 6. Il y a une espèce d'intrigue et de curiosité qui s'éveille petit à petit au fur et à mesure des tomes. Voilà. On peut creuser les personnages sous différents angles et tout, et ça c'est plutôt réussi. Mais voilà. Voilà pour le hors-jeu. Rien d'autre, pas de musique, pas de ciné cette semaine. Je vous propose qu'on finisse avec une petite partie. Et donc on va faire une partie de The Brambles, le solo card game donc de John Burton, qui a fait aussi des jeux. Ah, c'est lui qui a fait Ek. Ek, c'est trop bien. Vous en avez déjà fait une partie il y a quelques temps, il y a à peu près un an. Et il a aussi fait High Milo, qui est un jeu de pli coopératif qui date de 2022 que j'ai pas du tout essayé. 10 Milo, ok. En tout cas, donc moi j'adore Ek. The Brambles, j'ai été plus mesuré, mais c'est pas inintéressant. Et surtout, dans The Brambles, par contre, un truc qui est brillant, c'est les visuels. Je sais plus ce que ça utilise comme visuel, mais ça doit être écrit quelque part. Je trouve que ça a un style incroyablissime. C'est un jeu solo où l'idée ça va être de vider ça, et pour vider ça, en fait, dès qu'on va résoudre un des niveaux, on va le remplacer, etc. etc. C'est assez classique, mais les visuels, je les trouve fous. Alors, on est le narrateur, on pratique nanana. Est-ce qu'il y a écrit quelque part le type de tarot que ça utilise ou pas? Je sais plus. Parce que là, il y a écrit que c'est John Burton, mais je suis pas sûr du tout que ce soit lui qui ait fait ces visuels là. Non, c'est un tarot traditionnel. J'adore les visuels du jeu. Mais est-ce que... Alors il y a un mode campagne que j'ai pas essayé du tout. Où est-ce qu'il y aurait écrit si... Nanana. Ouais, je sais plus. J'espérais retrouver... Parce que je crois que c'est un tarot assez connu qu'il utilise, mais je dis peut-être des bêtises. Du coup, vous me dites dans les commentaires si vous savez. Il y a un mode TTS également si vous voulez. Nous on veut jouer sur BGA car tout est automatisé. Même si le mode TTS est quand même plutôt bien fichu lui aussi. Est-ce qu'il y a écrit quelque part? Non. Non. Donc c'est disponible sur GameCrafter qui est un truc de print on demand. Bon, soit. En tout cas, on va jouer en solo. Voilà. Alors, Seer Vision. Donc, il y a toujours moyen de rajouter des trucs en plus ou en moins, des monstres et tout pour complexifier. Là aussi, on peut faire bouger ça pour complexifier ou pour simplifier. C'est toujours UFM qui l'a fait. Donc, toujours UFM, cette personne qui fait des chouettes modes de jeu pour des jeux de cartes, notamment. Et donc, allons-y. Alors, donc, là, le principe, c'est que j'ai cette main. Enfin, une main. Qui est là, qui est composée de cartes qui vont de 1 à, je crois, 12. Si je dis pas de bêtises. C'est ça? Comment jouer? Et donc, il faut battre les 20 ronces. Je crois que c'est ça, un Brambles.
les 20 ronces avant de vider son deck. Ça, c'est le truc de base. Et donc, on va devoir les vaincre. Et en fait, selon la ronce qu'on veut vaincre, on va pouvoir utiliser certaines combinaisons. Sachant que si j'utilise une combinaison qui me permet de vaincre un niveau 3, je peux vaincre aussi un niveau 2 et un niveau 1. Évidemment, les combinaisons utilisées vont être de plus en plus complexes selon le niveau qu'on veut atteindre. Et si on arrive à faire des combinaisons, donc c'est des combinaisons de 3 cartes pour la base, une combinaison de 6 cartes, ça permet de vaincre 2 démons des ronces indépendamment de leur rang, donc c'est très fort, mais il faut réussir à avoir 6 cartes, et vous voyez qu'en main j'ai 6 cartes. Sachant que si dans ma combinaison de 3 cartes j'utilise des Honor Cards, donc des cartes 11 ou plus, si j'utilise la combinaison pour battre le 2, mais qu'il n'y a que des 11 ou plus, ça me permet de battre un niveau 3. Et également, si c'est le cas dans les trucs de 6, ça me permet de vaincre 3 démons au lieu de 2. Alors vous voyez que c'est encore embêtant, il n'y a pas tout qui est traduit. Voilà, et parfois, évidemment, comme c'est un jeu solo, on peut faire soit par rang, soit par couleur, ça c'est cool. Il va y avoir des ronces, qui vont être des trucs qui vont pourrir la main, qu'on va pas pouvoir utiliser, qu'il va falloir réussir à défausser, soit en utilisant certaines combinaisons, soit à l'aide de certaines cartes. Donc, pour le rang 1, il faut une paire et une carte. Ok, donc 1, 2, 1, 2, 1, 1, c'est bon. Pour le rang 2, il faut une suite de 3. Enfin, pas une suite de 3, il faut une couleur, 3 cartes d'une couleur donnée. Ça, au contraire, il faut pas forcément de la même couleur, mais une suite de 3 cartes. Donc 1, 2, 3 par exemple. Le rang 4, c'est un brelan. Et le rang 5, c'est une suite de la même couleur. Ok. Et donc, effectivement, ça va de 11 à 14. Et il y a des cartes spéciales, donc il y a les, on verra arriver, mais en gros celle-ci, ça nous permettra d'avoir une main plus grande. Voilà, la Seer of Vision, ça permet de faire pas mal de choses, on verra quand ça tombe. À tout moment, on peut défausser des cartes pour en repiocher. Voilà, mais bon, si on n'a plus de cartes dans le deck, on a perdu. Et voilà, là c'est les modes de difficulté. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est les malédictions. Il reste jusqu'à ce que soit on utilise un combo de 3 cartes, soit un Sacred Shear, donc qui sont des cartes particulières. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pourrais par exemple faire une paire de 12 plus une autre carte, sauf que si je fais une paire de 12 plus une autre carte, eh ben ça fera quand même qu'un 1, parce que la troisième carte que je vais utiliser sera pas un, comment ça s'appelle, une carte honneur. Donc ça me permettrait que de faire un 1 et gâcher les 12 pour ça, c'est quand même pas fifou. Et pour vaincre le mal, donc là on peut effectivement faire comme ça. Je pense que je vais quand même faire ça. Sinon, sinon j'ai les 3 cartes de la même couleur qui permettraient, mais il n'y a pas de 2. Donc c'est un peu nul. Est-ce que j'ai une suite de 3? Non, absolument pas. C'est malheureux. Eh ben vous savez quoi, on va quand même faire ça du coup. 12, 12 et celle-ci, comme ça je vais garder 2 rouges. Et on va vaincre le mal. Comme ça. Voilà. Et donc je repioche. Donc, je pourrais Ah oui, il y a un truc bizarre. C'est que il nous demande à chaque fois de défausser, de confirmer l'ordre de défausse parce que ça peut être important pour certains trucs. Et franchement, j'ai pas encore vu le truc. Perçu des cartes, je sais pas ce que c'est. Ah oui, voilà. C'est parce que j'ai une carte spéciale qui est le Seer of Vision. Donc ça permet de révéler les 6 prochaines cartes du deck, en rajouter une dans sa main. Les autres cartes révélées peuvent être placées ici si j'ai de quoi, mais pour l'instant j'ai pas de quoi. Voilà. C'est ce qui permet aussi, avec des cartes qui ne sont pas des malédictions, donc pas ça, de récupérer des cartes de la défausse. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc, selon le nombre de cartes qu'on a défaussées, on en remet X dans la défausse. Et ça permet aussi de, justement, se séparer de ça. Enfin, pas de se séparer, de le remettre dans la collection. Dans le deck. Donc là, j'ai 3, 4, 5. Je pourrais faire 3, 4, 5 pour
défausser le niveau 3. On pourrait faire ça. Allez, faisons ça. Vaincre le mal. Ok. Oui, je sais, mais encore une fois, j'ai du mal à comprendre l'ordre de défausse. Après, j'ai pas lu les règles dans le détail et tout, donc il y a sûrement un intérêt. Mais... Alors, 1, 6, 9, 11. Ok, là, j'ai que des trucs pourris. Donc là, il y aurait 6 cartes de n'importe quelle couleur. À la suite. 3 combinaisons de 2 cartes, donc 3 paires. 2 brelans et 6 cartes de la même couleur. Donc voilà, bon, on en est loin. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pas grand-chose. Hein. On va vaincre le mal, je pense. Non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas vaincre le mal, ça permet de... faudrait résoudre les... Bon, mais le problème, c'est que ça résout toutes les cartes. Et pour l'instant, j'en ai qu'une, c'est un peu con, mais bon. Pourquoi? Remélanger, voilà. J'ai sélectionné trop de cartes. Alors, c'est comme ça. Voilà, bon. C'est un peu perdu quand même. C'est un peu gâché, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et c'est là qu'on va être obligé, du coup, de défausser les cartes. Hein. Et c'est là qu'il y a un peu de choix où on se dit qu'est-ce que je défausse? Est-ce que je défausse ci? Est-ce que je défausse ça? Est-ce que je garde ça pour la couleur? Mais en même temps, ça c'est des bonnes cartes. Est-ce que là j'ai 1 et 4? Est-ce que si j'arrive à avoir 1, 2, 3 ou 2, 3, 4, 4, 5, 6, là j'ai ça qui est tout seul. Je pourrais éventuellement jeter et piocher. Voilà. On peut les faire une par une, hein, le jeter et piocher dans l'ensemble. C'est ça. Ouais, c'est ça. Évidemment, on ne peut pas défausser les malédictions, hein, ce serait trop facile. Bah là, pareil, hein, celui-là, c'est pas foufou. Hein. Bah, je vais défausser ça. Bon, le deck est quand même assez grand. Hein. J'ai déjà réussi à gagner une fois, mais 4, 5, 6. Voilà, une suite de 3. Pour défaire un 3, mais j'ai pas de 3, c'est triste. Hein. Et ben du coup, on va résoudre les cartes malédiction avec cette suite de 3. Et là, elle va dans la défausse cette fois. Ah oui, mais quand on fait ça... Ah non, si, c'est bon. Ok. Alors, les Sacred Shear, donc les Shear, je sais pas exactement ce que c'est. Ça peut soit vaincre n'importe quel rang, donc c'est cool, hein, ou bien défausser toutes les malédictions en main. Et cette fois, par mélange, j'ai les défaussé, donc c'est quand même cool. Hein. Mais pour l'instant, on veut plutôt défaire un 5. Parce que j'aimerais repiocher, donc 10, 11. Pff. Pas grand chose quand même de fou. Hein. 14, c'est l'oracle de rêve. J'en ai défait 3 seulement, c'est pas beaucoup. Hein. C'est quoi, réinitialiser la sélection? Ok. Alors, j'ai pas encore eu de zone de flux, ça c'est un peu dommage parce que c'est quand même bien pratique, ça permet de stocker un peu des cartes et tout, c'est quand même très très utile. Je vais défausser le 7, je pense. 5 il me sert à rien non plus. Oh là 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 là. Là, je peux défausser ça, mais bon, ça m'ennuie un peu de défausser le 4. Oh là 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 là, c'est catastrophique. On va défausser le 5. Jeter et piocher. Je peux rien faire d'autre, hein, de toute façon, là, pour l'instant, non. J'ai même pas une paire, quoi. Ça craint. 9, 10, 11, voilà. 9, 10, 11, bah pareil, en fait, le problème, c'est que on n'a pas envie d'utiliser une combinaison qui permet de tuer un 3 pour défaire une malédiction. On préférerait faire un truc commun. Oh là là, c'est catastrophique. On va faire ça. Puisque je peux toujours vaincre des trucs inférieurs. Et voilà, évidemment, maintenant il y a un 3. Pourquoi j'en ai pioché qu'une? Je sais pas trop pourquoi j'en ai pioché qu'une, mais soit. Je peux faire ça par contre, résoudre les cartes malédiction. Voilà, donc là c'est les convergences de flux. Donc ça permet de stocker un peu plus. Mais si on met ça dessus, pour se libérer un peu, et ben ça bloque la carte.
Donc là j'ai une paire, ça c'est bien. J'ai un 14, c'est bien aussi. Je pourrais faire ça pour le coup, pour défaire un 2. Il n'y a pas de 2. Parce que du coup ce serait des honor cards. Par contre on pourrait faire ça éventuellement. Vaincre le mal. Ok. Voilà, donc je peux faire ça pour vaincre un 2. Non? D'accord que c'est 2 11 et un 14. Ok. Voilà. Confirmer. Alors, je pourrais effectivement maintenant stocker des trucs. Ouais. Stocker des trucs. J'ai pas très intérêt à stocker pour l'instant. Ah oui, en fait, à chaque carte que tu pioches, tu peux stocker un truc. Store. Hop. 3 3 2, ça c'est bien. Là j'ai un brelan par contre, ça c'est bien. Alors le brelan me permet donc de défausser du 4, ça c'est cool. On va faire, hop. Voilà, et donc, ici j'ai quoi? J'ai pas de couleur. J'aurais 8, 10, 11 qui est plutôt pas mal. On va peut-être... j'ai plein de trucs qui sont intéressants, mais... donc j'en suis un peu moins de la moitié, parce que j'en ai défaussé 7, il faut vraiment défausser aussi ces 6 là. Donc il me reste 13 à défausser et il me reste 46 cartes. Est-ce que je pourrais par exemple faire un échange de ça, récupérer les cartes stockées? C'est ça. Il faut que je réduise ma main à 6 ou moins, c'est ça le problème. On va défausser ça. Voilà, et on va stocker... je sais pas trop... On va stocker le flux, le 5. Ok. C'est toujours pas le meilleur truc, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vous avoue que quand tu as tout de suite les trucs de flux, ça aide. Hein. Il y a une partie où j'ai eu les 3 directs, ça aidait beaucoup. Qu'est-ce que je défausse? Qu'est-ce que je défausse? On va défausser celle-ci. On va stocker ça sur le flux. 9, 10, 11, voilà. 9, 10, 11, ça me permet de défausser un 3. On va faire ça. Voilà. Confirmer. Ouf. Ça c'est violent par contre. Oh. Comment faire? On va défausser ça. Waouh. On va devoir défausser jusqu'à ce qu'on pioche un truc spécial, hein, je pense. Ouais, vas-y. Oh là 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 là. Ah bah c'est moche ça parce que j'aurais pu le... On va jeter plutôt celle-ci du coup. Jeter. Store. Celle-ci. On va la mettre là. Ok, je voulais échanger ça. Récupérer les cartes stockées. Ça, je voulais le mettre là afin de pouvoir résoudre toutes les malédictions. Pouf, voilà. Ça c'est fait. Bon, ça m'a pris pas mal de tours, ça m'a pris pas mal de cartes cette histoire. 13, 13. 14, je pourrais vaincre un 2, mais pour l'instant il n'y a pas de 2. 8, 9. 13, il me faudrait le 12. 12, 13, 14, ça marche pas. 2. Ça craint, ça craint. 9, 10, je peux pas non plus. Suite de 2, ça sert à rien. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va défausser ça. Triple 13, par contre, ça c'est bon. Donc on va récupérer la carte. On va stocker le 6 pour le moment. Alors je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'ils font pas un truc plus grand en termes de main. C'est juste parce que tu peux les bloquer avec les ronds, j'imagine. Je sais pas exactement le pourquoi du comment de ce truc là. Mais donc là c'est 3
cartes dont le numéro est identique, ils sont tous honneurs, donc je peux même vaincre le 5, ce qui est une bonne chose. Mais attends. Ça va pas augmenter ça? J'ai pas un moment où ça a augmenté, non? J'ai craqué. Non, j'ai dû craquer à un moment ou un autre. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais faire un 1 avec un 6 et un 6, ou bien j'ai 3 mêmes couleurs, donc je pourrais faire un 2, mais il n'y a pas de 2 pour l'instant. Seer of Vision, ça me permettrait de redéfausser un peu, ça serait pas mal. C'est clair. Ok, on va faire ça. On va défausser ça. Ce que je vais faire, c'est mettre le 14. Non, donc, on va récupérer la carte. On va stocker celle-ci. Et ensuite, avec ça, avec le 6, non pas avec le 6, avec le 9 et le 4, on va revendiquer les défausses. Tac. Et du coup, pouf, j'en récupère un peu, ce qui est une bonne chose. Donc je pourrais avoir 2 14 et un 8 pour faire un niveau 2, mais on s'en fout un peu. Je pourrais faire les 2 1 et un 6, ou les 2 1 et un 8. Ou bien, ouais. On va faire les 2 1 et le 6 comme ça. Pour vaincre ça. Ok. Bien. Ensuite, 6, 6 et 4 éventuellement pour vaincre un autre 1. 7, 6, 7, 8, sinon une suite de 3 pour vaincre le 3. C'est bien ça. Alors vous voyez que les choix sont pas non plus extrêmement passionnants. Ouais, ok. 6, 7, 11, 14. Ah, 14, 14, 11 pour vaincre un 2, mais j'ai pas de niveau 2. Seer of Vision, ça me permet de remélanger. Ben, on va peut-être faire ça, on va peut-être défausser ça. Confirmer. Pour en récupérer. Ah, le 5 de rêve. Encore une Seer of Vision, ok. Donc 5, 6, 7. 3 cartes de suite. Tac. Ok. Ensuite, pour le coup, je pourrais faire un niveau 2. Est-ce qu'il me reste des niveaux 2 à abattre? Je suis pas sûr. Ça, on va l'utiliser pour casser un truc comme ça. Oh, il y a un 5. Le 5, c'est 3 cartes dans l'ordre numérique, mais d'une certaine couleur. Ou bien 3 fois 2 cartes identiques. Ah, je suis pas loin. Je suis pas si loin. Ah, et du coup, maintenant, on a les 3 flux de convergence. Ok. On va aperçu des cartes. Alors, laquelle on va prendre? Donc là, j'ai 2 11 et 2 14. Il me faudrait un 13 ou un 10. J'ai un 13. On va le prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va conserver? On va essayer de conserver le 12, le 8 et le 9. Ou bien le 7, 8, 9. Ouais. Ah, je sais. Ah oui, bah oui. Évidemment. Donc le 8 et le 9. On va les confirmer pour me faire une suite avec mon truc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va récupérer la carte. Ça, on va la stocker. Et là, on va faire une combinaison de 6, qui va être 3 paires. 3 combinaisons de 2 cartes. Et en plus, ce ne sont que des higher, des honors. Salut Ophélie. Du coup, je vais pouvoir même vaincre 3 trucs. Ah oui. Donc on va vaincre ça, ça et ça. Bim. Pas mal. Là, ça, c'était un bon coup. Il n'y a plus que 13 cartes par contre. Mais j'ai un 8, 9, 10 qui va me permettre de vaincre ça. Donc ça, on va les récupérer. Je pourrais vaincre la malédiction, mais on ne va pas le faire. 9, 8, 9, 10, donc pour vaincre le 3.
À moins que je puisse faire un 9-10. Non. Voilà. Ça va être un peu chaud. Hein. Confirmer. Est-ce que je me mettrai pas ça sur le flux? Pas forcément. Ça, on va les mettre. On va passer. Ah oui, donc voilà, des fois... Alors, ah oui, c'est quand on pioche une malédiction, du coup, on remet un truc dedans. Bonjour, Petit Board Games, c'est The Brambles. Où est-ce qu'on pourrait le voir? C'est écrit la Brambles. J'avais avant le truc, je vais te le retrouver. The Brambles. C'est un jeu solo uniquement qui est disponible en bêta sur BGA. Ça, The Brambles, The Solo Card Game. Qui ressemble un peu à ça en physique. Et dans lequel il faut que j'arrive à vider ça avant que mon deck se vide, et c'est mal barré puisqu'il me reste que 7 cartes dans mon deck. Et je regarde juste, est-ce que... Quel moment est-ce que ça me remet des malédictions? Parce que ça m'en a remis une là. Je ne vois pas. Ok. Yes, bah écoute, ouais, c'est pas inintéressant. Après, c'est quand même des choix assez évidents. Il a un univers visuel très très fort que moi j'aime beaucoup. Donc là, j'ai 3 cartes dont le numéro est identique. Je pourrais défaire ça, ça c'est bien. On va stocker ça sur le flux. Je trouve quand même que les cartes de flux... Ah, Egg, c'est incroyable. Hein. Bah, c'est le même auteur, figure-toi. Je préfère Egg de loin, mais c'est le même auteur que Egg qui a fait ça. Donc si je fais ça, je pourrais même défaire un 5, mais il n'y a pas de 5. On va vaincre le mal. C'est toujours bien de vaincre le mal. Hein. Et je vais peut-être... ok, on confirme. Je vais récupérer les cartes stockées. Et je vais résoudre les cartes malédiction. Donc ça, c'est des cartes qui te pourrissent un peu ton deck. Voilà. Bon. On pioche. Et là, il m'en reste 5 à vaincre. Avec ça, ça va être un poil compliqué, je pense. Quand bien même j'ai ça. Ouais, ça va être assez tendu. 2. Ah, c'est dommage parce qu'il y a aussi une 6, 7, 8 quoi. Donc on va vaincre ça. On va vaincre ça. Ouais, non, c'est mort. Dommage. Dommage, c'était pourtant pas mal. Aïe, 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 c'est la défaite. Donc voilà, parce qu'il me restait ça. Hop, je vais revenir sur la position finale. Il me restait 6, 7, 8 qui m'aurait permis de battre un 3 ou un 2 ou un 1, mais impossible de battre les 3 avec juste 3 cartes. Donc c'est une défaite parce que ma collection, mon deck est vide avant que j'ai vaincu toutes les... comment ils appellent ça, les démons des ronces, ou je sais pas, ça dépend comment ils les appellent. Mais donc voilà, vous avez l'idée donc de John Burton, The Brambles. C'est vraiment un petit puzzle solo, alors où il y a de l'aléatoire, ça me va, hein, je veux dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, en essayant de maximiser ses combinaisons. Un peu de prise de risque quand même, puisque on peut essayer d'aller viser ça. Ça change beaucoup de choses, en plus d'avoir des visuels complètement fous pour moi, les flux de convergence là, enfin je trouve que le jeu brille vraiment par son univers visuel, qui vraiment a beaucoup d'identité, procure vraiment un sentiment assez fort en termes de... Ouais, ça change un peu des trucs type, je sais pas, un Boreal ou type un Veil of Eternity. Là, pour moi, ça a beaucoup de personnalité. Il y a un moyen de un petit peu le personnaliser avec des masques qui sont, je crois, des espèces de jokers ou des monstres qui vont rajouter des trucs de la difficulté. C'est assez flexible de ce point de vue-là. Et après, ouais, comme dit, moi je trouve que ça me manque un poil de choix intéressant. C'est-à-dire que c'est quand même un peu facile à chaque fois de se dire, ah bah je vais plutôt faire ci ou ça. Voilà, on est sur des combinaisons assez classiques, de 3 cartes ou de 6 cartes. Il y a l'histoire des cartes honneur aussi qui peuvent un peu pousser à prendre des risques et à délayer certains choix. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas marquant, beaucoup moins par exemple que Ek, hein, du même auteur, que je trouve beaucoup plus brillant en termes de système. Là je trouve le système quand même assez classique. Je trouve que cette zone de flux là, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, c'est-à-dire que c'est tellement game changer d'avoir ces 3 cartes là,
que... et je crois pas que dans la règle c'est marqué, tu vois, de le mélanger à tel ou tel moment du paquet. Alors que ça pourrait, quoi. Ça pourrait. Ça pourrait. Je vais vérifier dans la mise en place, mais il me semble pas. Hein. Ce Bramble Layout. Ouais, c'est ça. Arrange this. Ouais. Ouais, il n'y a pas vraiment. Alors qu'on pourrait se dire que du coup, vu que c'est tellement game changer de pouvoir stocker 3 cartes en plus dans sa main, entre guillemets, ben, si tu les as au début ou à la fin, ça change complètement et tu n'y es pas pour grand chose, quoi, en termes de réussite ou pas. Du coup, peut-être en mettre un par tiers de paquet ou un truc comme ça, il faut que tu as pioché tes 6 premières cartes ou même sans, avant de les piocher. Je ne sais pas trop. Parce que moi, il m'est arrivé de commencer avec les 3, et ben voilà, c'est très différent en termes de possibilités, quoi. Flux cards, est-ce qu'elles sont écrites quelque part? Zero Vision, par contre, ouais, les cartes sont ouf, je trouve, en termes d'univers. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui se passe. Ça, c'est les extensions. Nanana. Non, il n'y a pas écrit. Ah, voilà. Il y a les crédits pour ça. Donc, c'est des vieux artworks entre 1465 et 1890. Il a rajouté des couleurs quand même. Il a un peu travaillé là-dessus, mais ouais, voilà. C'est cool ça de mettre toutes les références. Ça, c'est cool. Et le dos de la carte avec tous les petits trucs. Le dos de la règle avec tous les petits trucs qui vont bien. Les petits rappels. Les masques. Challenge level. Sacrificing. C'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est les flux. Flux card. Alors. Ça représente les portails. Les passages entre différents royaumes spirituels. Je trouve en fait l'univers et la manière dont tu as écrit la règle et tout assez cool, quoi. Ouais, voilà. Une seule carte. Ouais. Ah, il y a quand même un truc qui me convient pas trop là-dedans dans l'utilisation des cartes de flux. Mais donc voilà pour ce qui est de The Brambles, qui est une nouvelle défaite. Mais c'était pas très grave. Au moins vous pouvez y jouer maintenant sur... alors il se trouve, comme dit en physique sur Gamecrafter, je sais même pas s'il y a encore. Est-ce qu'il y a encore The Bramble sur Gamecrafter? C'est pas dit. Hein. C'est pas dit. Geek Market, non. Ouais. Compliqué à mon avis à trouver. Doit y avoir sûrement quelque part. Gamecrafter, Six Card. Looking for the files. Talkbox. Voilà. C'était là, donc c'était il y a 3 ans. Est-ce qu'il y a un lien? Ouais, voilà. Bon, voilà, hein, c'est du print on demand, donc vous étonnez pas du prix, hein, les 35$ pour un jeu de cartes comme ça, c'est absolument pas étonnant. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait dans la logique, hein, ne vous attendez, c'est pas édité ni rien, donc voilà, c'est normal, ces prix-là pour ces propositions commerciales. Donc vous pouvez le prendre si vraiment vous voulez soutenir. Je suis même pas sûr qu'ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus, hein, mais en tout cas, voilà, si vous voulez le truc physique. C'était The Brambles. Passons donc à la conclusion. Voilà donc pour l'hebdo de la semaine, qui définitivement était plus court que la dernière fois, même si avec... Bon, alors pour les podcasts, ce sera beaucoup plus court. Voilà. Si vous êtes en podcast, on a joué à The Brambles, un jeu solo de l'auteur de Heck, dont je vous ai déjà dit beaucoup de bien, on a joué à The Brambles, donc vous pouvez aller voir la vidéo YouTube si vous êtes curieuse ou curieux. Sinon, bah, on se retrouve une prochaine fois, semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne sais pas encore, nous verrons, avec des nouvelles parties, des nouvelles découvertes, de l'actu selon ce qui est possible. Et puis voilà, passez une bonne fin de journée pour ceux qui sont en live, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon petit déj, je ne sais quoi pour ceux qui seraient sur YouTube ou en podcast. Bon courage pour la fin de la semaine, pour le boulot, prenez soin de vous. Et puis voilà, ciao. Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels.
ce soit les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.